Elle n'est pas démunie, juste désunie. On doit quand même mentionner ce grand homme, ce grand Africain, ce citoyen libre et libéré malgré les geôles et les chaînes de la prison. Prévost est un homme libre. Merci. Merci, madame. Bien, vous lire la déclaration. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités et chers compatriotes. Volume. Vous m'entendez pas? Avance. Acide. Attention, tu le vois. Non, je ne l'ai pas. Face au Facebook. Tu mets tout le téléphone face au Facebook. La page sur le dos. C'est bon. On va commencer. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités et chers compatriotes, merci d'avoir répondu à notre sollicitation pour cette nouvelle conférence de presse. Je suis M. Ngomo Thierry, membre du comité national de soutien à Président Ngomo, et également son frère cadet, pour sa libération immédiate et conditionnelle. Mesdames et messieurs, nous voici réunis une fois de plus pour évoquer la situation du prisonnier politique Prévost Ngomo, 53 ans, opposant gabonais et militant panafricaniste anti-France-Afrique, arrêté le 12 juillet 2019 devant l'ambassade de France à Libreville, après un message public adressé à la France et relayé en direct sur les réseaux sociaux. Cette action, qu'il avait baptisée Opération Lumumba, lui avait valu d'être gardé 5 jours dans les geôles de la police, avant d'être finalement déféré et mis en détention préventive à la prison centrale Libreville le 16 juillet 2019. Depuis lors, nous n'avons eu de cesse de dénoncer le caractère totalement illégal de cet emprisonnement et les violations répétées de ses droits, dont est victime M. Prévost Ngomo pour une infraction à la circulation routière qui relève en temps normal d'une simple contravention de police. Depuis le premier point de presse donné par la famille le 18 octobre 2019 sur cette affaire, nous tenons l'opinion nationale et internationale régulièrement informée de l'état d'avancement de ce dossier, emblématique des dysfonctionnements de notre justice et de son instrumentalisation par le pouvoir politique. Lors de notre dernière conférence de presse, tenue le 1er février 2020, nous attirions l'attention des acteurs européens du dialogue politique intensifié, conclu le 16 décembre 2019 sur la mauvaise volonté des autorités gabonaises à mettre en œuvre les conclusions du dialogue. En effet, la mise en place d'une commission technique chargée de procéder à un examen approfondi des dossiers de détention régulière, tels qu'évoqués dans le communiqué de presse lu par l'ambassadrice de l'Union européenne, Mme Rosario Bento País, à la clôture du dialogue, nous a clairement paru incongru et comme une manœuvre dilatoire visant plus à berner les partenaires européens qu'à véritablement contribuer au respect des dimensions politiques des accords de Cotonou ACP-UE. Nous affirmions que tout ceci n'augurait rien de bon pour la suite, que l'avenir risquait de donner raison aux détracteurs du dialogue politique intensifié Gabon-Union européenne qui affirmaient haut et fort que celui-ci n'était qu'une opération de marketing politique, sans réel impact sur la question du respect de l'état de droit au Gabon et les pratiques antidémocratiques du régime en place. Au cours de la présente semaine qui s'achève, cette fameuse commission technique, après moult atermoiements, a finalement été mise en place. Bien que sceptique, mais afin de se conformer à une démarche légaliste, nous l'avons immédiatement saisi du cas de M. Prévost Ngomo par le biais d'une lettre adressée au chef du gouvernement avec copie au ministre des Affaires étrangères et au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous demeurons sceptiques
Parce que nous constatons qu'en dépit des déclarations d'intention faites à l'occasion du dialogue politique intensifié Gabon-Union européenne, le régime gabonais campe sur ses positions en matière de violation et déni des droits des prisonniers politiques. Notre posture, loin d'être subjective, s'appuie sur les récents développements concernant la situation de M. Privango. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, quels sont ces développements? 1. Prorogation de la détention privative de M. Privango. Lors de notre prise de parole du 1er février 2020, nous vous informions que la juge d'instruction, Mme Mansour Aboudou Daniel, de concert avec le procureur de la République, M. Patrick Ropona, avait décidé de proroger de 6 mois supplémentaires la détention préventive de M. Privango, alors que l'instruction du dossier était achevée, que le prévenu n'est pas un danger public et qu'il présente toutes les garanties de représentation exigées par la loi pour pouvoir comparaître libre à l'audience, le jugement en correctionnel auquel il a été renvoyé. Il est intéressant de constater que cette prolongation a été faite avec beaucoup de diligence dans les délais requis, alors que l'instruction, elle, s'est faite avec beaucoup de négligence, voire d'entorse procédurale, notamment dans le respect des délais. Ce qui démontre la tendance partiale de la justice actuelle, menée par les hommes et femmes aux ordres, alors qu'ils sont censés dire le droit et rien que le droit. En tout état de cause, aujourd'hui comme hier, le maintien de M. Privango en détention privative ne se justifie pas. C'est une violation de ses droits. 2. Refus de liberté provisoire de M. Privango. Tout au long de la procédure d'instruction du dossier, les avocats de M. Privango ont introduit 4 demandes de liberté provisoire qui ont toutes été systématiquement rejetées, sans réel motif fondé en droit. C'est encore ici une violation de ces droits. 3. Refus d'un suivi médical à M. Privango. M. Privango souffre de longue date d'hypertension artérielle. Son dernier bilan de santé effectué en septembre 2018 a révélé des débuts de complications cardiaques et rénales qui nécessitent une surveillance régulière de leur évolution. Suite à son incarcération, il n'a pas pu effectuer son bilan en 2019. En effet, ce bilan spécialisé nécessite qu'il soit interné 3 à 4 jours dans une structure sanitaire appropriée. Une demande en ce sens a été introduite par la famille auprès de l'administration pénitentiaire depuis le 21 février dernier. Mais à ce jour, et en dépit des instances de ces médecins traitants, de ses avocats et de sa famille, M. Privango n'a pas bénéficié de l'hospitalisation requise. Ici, nous déplorons vivement que le médecin-chef dispensaire de la prison, par peur de déplaire à sa hiérarchie, refuse d'assumer la responsabilité que lui donne la loi 55/59 du 15 décembre 1959, en son article 65, qui stipule, je cite, « Le médecin peut prescrire un transfert du malade soit à l'infirmerie de la prison, s'il en existe une, soit au dispensaire ou à l'hôpital, si le juge nécessaire. Dans ce cas, le parquet ou le magistrat instructeur est immédiatement avisé. » Ce refus de faire ce que la loi lui prescrit, pourtant, est non seulement condamnable, mais surtout prive M. Privango d'une hospitalisation nécessaire à la réalisation de son bilan, le laissant ainsi à la merci d'accidents cardiovasculaires que son suivi médical vise à prévenir. Nous voulons rappeler à ce médecin que devant la loi et le Conseil de l'ordre des médecins, lui seul sera tenu responsable si d'aventure la santé de M. Privango venait à se dégrader suite au manque de suivi médical qui aurait pu prévenir une telle situation. Lui seul aura à répondre de ses actes en tant que médecin assermenté. Il ne pourra pas s'abriter derrière les ordres venus on ne sait d'où. La violation du droit à la santé de M. Privango est ici patente. 4. Date de procès de M. Privango volontairement non fixée. Concernant la situation judiciaire de M. Privango, après la clôture de l'instruction, a été transmis au secrétariat du parquet pour être enrôlé en vue du jugement.
Mais jusqu'à présent, plusieurs semaines après, aucune date n'a été fixée. Tout porte à croire que les autorités font délibérément traîner les choses par pure malveillance. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, un tel acharnement des autorités sur un honnête citoyen qui n'a commis aucun crime et dont le seul tort est d'avoir exercé son droit constitutionnel à la liberté d'expression et d'opinion est totalement révoltant et définitivement contraire à l'esprit et à la lettre des conclusions du récent dialogue politique intensifié avec l'Union européenne, notamment en matière de respect des droits de l'homme et de l'état de droit. C'est la raison pour laquelle nous continuons à interpeller les acteurs occidentaux de ce dialogue politique, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Union européenne, en dénonçant la violation par la partie gabonaise des engagements pris concernant la question du strict respect de l'état de droit et des droits de la défense. Parce que le droit à la santé est un droit inaliénable et non négociable. Nous leur demandons de tout mettre en œuvre afin que les autorités gabonaises cessent de refuser à M. Privan Gomo un libre accès aux examens et soins que requiert son état de santé. Nous condamnons avec la dernière énergie l'absence d'enrôlement de son dossier, quand nous y voyons une manœuvre dilatoire des autorités ayant pour but de prolonger son incarcération et faire de M. Privan Gomo un détenu sans jugement, comme on en trouve d'ailleurs par milliers dans les prisons du Gabon. Il faut se souvenir à ce sujet que 70% des prisonniers au Gabon sont des prévenus, c'est-à-dire des personnes détenues sans jugement. Et cela depuis plusieurs années pour beaucoup d'entre eux. Tout ceci est scandaleux, indigne et intolérable, définitivement contraire à l'esprit et à la lettre des conclusions du récent dialogue politique intensifié avec l'Union européenne, contraire à l'esprit et à la loi de notre Constitution. C'est la raison pour laquelle nous continuons à exiger la libération pure et simple de M. Privan Gomo. Et prenons encore à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce cas flagrant de détention arbitraire et de violation du droit à la santé. Nous nous réservons le droit, le moment venu, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que toutes les personnes impliquées dans la violence et la torture morale que subit M. Privan Gomo répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes nationales et internationales. Nous appelons les institutions et organismes de défense des droits de l'homme et des libertés, ainsi que toute personne éprise de justice, à rester mobilisée en vue de toute action future visant à obtenir la libération immédiate et sans condition de M. Privan Gomo. Je vous remercie. Donc, après cette déclaration, Maître Bébé va prendre la parole. C'est donc un avocat qui vient renforcer la défense de M. Privan Gomo dans le cadre de ce dossier. Maître. Je vous remercie. D'abord, je m'excuse d'être venu en retard à cause de la pluie. Et aussi, ce retard est dû pour une raison toute simple. J'ai perdu ma propre sœur. Donc, nous étions à la veillée toute la nuit. Et ce matin, elle va être transportée à Lambaréné pour encore une nuit et ensuite être inhumée dans le coin de nos ancêtres. Nous ne sommes pas là
pour ça, mais je tenais à m'excuser. Je suis avec vous parce que je suis pour le triomphe de la justice, qui est un attribut de Télom. Télom, c'est le nom donné à Dieu, notre Créateur. Mais pour que le Gabon soit un état de droit, il faut que chaque Gabonais se donne, comme vous le faites, se donne pour cette construction-là de l'état de droit. Je crois en cette construction. J'ai été hier avec Privat, mon client. Nous en avons parlé. Il croit en la justice. Il se porte bien. Il était, je l'ai vu, très en forme. Je l'ai rencontré aux côtés de M. Oyougou, de Zibi et autres qui étaient présents. Nous sommes restés longtemps ensemble, jusqu'à presque 17 heures. Il fallait que je les rencontre. Et je remercie pour cela mon jeune frère qui est à ma droite, Georges Paga, qui a essayé de me réveiller pour que j'aille le voir. Mais, vous savez, pour défendre l'état de droit, il n'y a que deux méthodes. La première méthode nous a été livrée par Gandhi en Inde et Martin Luther King, Jr. Ça, c'est la première méthode, la non-violence, pour aboutir à ce que nous voulons. La deuxième méthode, avant qu'il ne soit assassiné, Malcolm X, obtenir, et j'ai appris, je crois que c'était hier que j'ai appris, que dans la Bible, on dit que la violence est le chemin utile pour aboutir à l'élévation de l'homme. On en a discuté, j'ai été un peu surpris, mais après avoir réfléchi cette nuit, c'est la violence vis-à-vis de soi-même. Il faut se dépasser. Mais moi, j'ai choisi un idéal. Et vous le constatez au quotidien. Et c'est la défense des libertés. Liberté individuelle. C'est un sacerdoce difficile. Ce matin, Georges Paga me disait, parce que je ne pouvais pas venir, j'étais fatigué, je n'ai pas dormi. Georges Paga m'a dit, a renforcé en moi ce qu'il appelait mon sacerdoce, celui de défendre les autres. C'est pourquoi je suis là avec vous. Défendre les autres, défendre la liberté, c'est accepter. Il faudra que vous arriviez à cela. Accepter d'être arrêté, d'être jugé, d'être condamné, pourquoi pas d'être assassiné. Le Gabonais a peur de la mort. Alors que, à tout moment, la mort nous côtoie. Personne ne sait comment et à quel moment, par qui,
il peut quitter cette terre. Mais Jésus a dit, je suis chrétien, il est tout à fait normal que le scandale arrive. Mais malheur par qui ce scandale arrivera. Mes amis, je remercie Georges Pada et le frère propre de Privat de m'avoir fait confiance, d'avoir voulu que je sois aux côtés des autres confrères. Mais nous n'arriverons pas seulement à obtenir la libération de M. Ngomo, nous ne devons pas nous arrêter à cela, mais nous devons aller au-delà, c'est-à-dire obtenir la libération du peuple gabonais. Face donc à la violence que chacun subit au quotidien, je vous ai livré deux méthodes, la non-violence ou la violence. Est-ce que les deux méthodes sont cumulatives ou pas? Chacun a sa conscience, chacun sait. Mais moi, j'ai choisi le prétoire. Le prétoire pour défendre les gens comme notre frère. Est-ce que nous allons réussir? Je préfère vous dire la vérité. Il faut d'abord chercher à comprendre qui Ngomo a combattu et qui s'est senti touché pour se défendre. Parce qu'il pense, celui qui veut se défendre, il pense qu'il a été victime. Alors que si Ngomo s'est levé, c'est parce que nous tous, nous sommes des victimes. Des victimes de quoi? D'autres vous diront de la dictature. Mais la dictature émanant de qui? Est-ce que c'est la dictature de l'État ou la dictature d'un groupe ou d'un seul homme? Pas plus tard que la semaine passée, j'ai été à l'émission organisée par M. Jonas Moulenda, le Balkan. Je disais, tout le monde était surpris quand je leur disais que le Gabon est un état de droit. Il faut croire en cela. Pourquoi je le dis? Parce que si le Gabon n'était pas un état de droit, moi, Maître Moubembe, en tant qu'avocat, je n'existerai pas. Si j'existe, parce qu'il y a des lois, parce que notre profession existe, parce que nous avons prêté serment. Le Gabon est un état de droit. Cependant, cet état de droit est assassiné par des hommes. Les hommes qui ne réussissent pas à faire en sorte que les lois qui existent soient scrupuleusement respectées. Nous avons des lois. Nous avons des lois. Il n'y a pas que seulement les lois humaines. Il y a également les lois divines. Lorsque vous êtes oppressé, que faut-il faire face à la loi humaine? Faut-il accepter d'être soumis à l'homme, à la loi de l'homme, ou obéir à la loi que Dieu nous a fixée, la liberté? La liberté.
Nous avons connu des gens qui ont pu défendre en Afrique cette liberté. Nous avons connu Mandela. Nous avons connu Patrice Lumumba. N'oublions pas aussi que nous avons connu un homme qui a fait de moi avocat, le défunt bâtonnier Agonjo Okawo Pierre-Louis. Ces gens se sont battus. C'est vrai, nous avons des enfants, nous avons nos femmes, nous avons nos maris, mais il nous faut faire un choix. Il ne faut pas engager les autres dans un combat. Lorsque le combat est là, vous vous dispersez, vous fuyez. Il faut aller jusqu'au bout et c'est pourquoi aujourd'hui je félicite publiquement Georges Paga, un lutteur, un véritable lutteur parmi tant d'autres. Et à cette occasion, je vais terminer pour féliciter le frère de celui que je défends pour avoir organisé cela. Et je vous remercie aussi parce que souvent vous êtes avec nous, vous. Par exemple, lui et l'autre, vous êtes toujours là. Pourquoi êtes-vous là? C'est pour permettre à ce que nos voix, ce que nous disons, aillent très loin. Que ceux qui ne peuvent pas être avec nous comprennent que l'idéal qu'on appelle la justice existe. Faites-moi confiance. Ngomo aura à un moment donné sa liberté. C'est une expérience de la vie. Il le savait. Il savait les conséquences. Il a pris son courage. Il est allé face à l'ambassade de France. Vous l'avez suivi tout à l'heure. Il s'est exprimé. Et en son nom, je vous remercie, puisque je l'ai vu hier, je vous remercie parce que vous ne l'avez pas abandonné. Son frère est là, il pouvait se battre seul. Mais vous aussi, vous vous battez à côté de son frère. Pourquoi? Parce que vous prenez ce qui est vrai pour distribuer cela au peuple. Vous avez un rôle important, vous les journalistes. Et vous savez, ce que l'homme propose, Dieu dispose. Vous êtes en train de proposer, ne vous en faites pas. La réussite sera là. Notre frère, nous allons nous battre. Il est confiant. Nous arriverons. Mais c'est difficile. Je préfère vous dire, il ne faut pas rêver pour rêver. En posant l'acte qu'il a posé pour nous tous, il savait qu'il se sacrifiait. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa liberté. Ne l'abandonnons point. Soyons avec lui. Et nous, les avocats, je parle en mon nom personnel, parce que je n'ai pas consulté les autres confrères, je serai toujours avec vous. J'espère que je me suis fait comprendre. Je ne dis pas que je gagnerai, mais je crois qu'à un moment donné, sur cette terre, il y a un début, un vécu et une fin. Je vous remercie. Merci, Maître Mbembe. Je voudrais réitérer ici la détermination du rôle BG et des défenseurs des droits de l'homme à obtenir la libération de Privan Ngoumou. Privan Ngoumou est un prisonnier politique. Nous l'avons dit à l'Union européenne, nous l'avons dit à la France, aux Nations Unies, à toutes les organisations internationales. Nous avons saisi avec la famille le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, notamment le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et sur la liberté d'expression. La détention de Privan Ngoumou est donc illégale. Elle résulte, n'est-ce pas, d'une atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit d'expression, qui est un droit constitutionnel. Quelqu'un qui s'exprime de façon libre
sans attroupement armé ne peut pas être arrêté. C'est ce que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais malheureusement, nos magistrats, nos juges, qui sont instrumentalisés par le pouvoir politique, n'appliquent pas la norme partout à travers le monde. Moi, je travaille avec Civicus, avec Amnesty International, avec Frontline Defenders et toutes les organisations internationales, bien sûr le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, sur les réunions pacifiques. Je devais d'ailleurs participer à la Commission des Nations Unies à Johannesburg justement sur la question de réunions pacifiques. Il a organisé une réunion pacifique. Il s'est exprimé sur un sujet, sur la crise politique née de l'élection de 2016. Cette crise persiste. Il a donné son opinion. En aucun cas, on doit être privé de liberté pour ça. Cela est caractéristique donc vraiment d'un État voyou, d'un État qui ne respecte pas la démocratie, d'un État de non-droit. Privan Gomo est malade, parce que sa maladie n'est pas que matérielle. Oui, elle est matérielle parce qu'elle est profonde. L'hypertension, moi je souffre d'hypertension depuis 25 ans, mais à chaque année j'ai au moins 2 hospitalisations. Il faut un suivi régulier. Il a des antécédents assez profonds, assez graves. 2016, d'ailleurs lui et moi, nous étions paralysés. Nous avons été arrêtés pendant 3 jours au QG, et au sortir du QG, avec ce que nous avons vécu, nous étions traumatisés, hospitalisés pendant 3 jours. Et ce traumatisme est resté dans notre conscience collective pendant plusieurs années. Donc, Privan Gomo est un témoin de ce qui se passe en 2016. Un témoin gênant. Mais cela ne sert à rien. Les criminels de 2016 ont des comptes à rendre. Ils ne vont pas se cacher. La loi de l'Omerta va être brisée. Et la société civile ne reculera pas. Des plaintes sur les crimes contre l'humanité de 2016 vont être déposées. Et nous leur disons clairement que nous savons ceux qui appliquent la politique de la terre brûlée au Gabon, ceux qui oppriment les citoyens, ceux qui violent les droits de l'homme sont connus par les instances internationales, sont connus par l'Union européenne, les Nations Unies, la Cour pénale internationale. Nous sommes en discussion, nous sommes en relation avec ces organisations. Donc nous avons interpellé l'ONU sur le cas de Privan Gomo. Privan Gomo n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs prisonniers politiques, plusieurs prisonniers d'opinion. On ne peut plus organiser une manifestation pacifique au Gabon. Et si vous le faites, on vous envoie directement en prison pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs années. Tel est le cas de Pascal Oyougou, etc., qui n'avait même pas organisé, mais qui avait été pris parce qu'il était avec un papier. Non, il faut que ça s'arrête. Donc je demande aux autorités, à ceux qui exercent l'autorité, de libérer tous les prisonniers politiques. De libérer tous les prisonniers politiques. Ça ne sert à rien, le Gabon est en crise, et ce n'est pas Privan Gomo qui est à l'origine de la faillite du Gabon, des détournements de fonds publics, du pillage en bande organisée du pays. Le Gabon est géré de façon mafieuse, et tout le monde le sait. Les scandales financiers sont énormes. Les éléphants blancs sont légion. Est-ce que c'est Privan Gomo qui est à l'origine, n'est-ce pas, de la faillite du Gabon? Est-ce que c'est Privan Gomo qui est à l'origine des détournements de fonds publics? Les prisonniers, les criminels rituels sont libérés. Les prédateurs sexuels comme, comment il s'appelle, Ndouna, Alexis Ndouna sont dehors. Aucun criminel rituel n'a été jugé au Gabon. Les crimes rituels se comptent par centaines. Nous avons les dossiers des crimes rituels au Gabon. Aucun criminel rituel proche du gouvernement, proche des dirigeants, n'a été jugé. Les dossiers existent. Nous avons des dizaines, de centaines de dossiers. Ils existent. Mais on n'a jamais condamné un prisonnier politique au Gabon. Un criminel rituel au Gabon. Je rectifie. Les prédateurs sexuels comme Ndouna sont libérés. Donc nous sommes face à une crise même de la justice au Gabon. La justice pose problème.
C'est pourquoi je tiens à interpeller, une fois encore, le syndicat des magistrats. Il n'y a pas d'indépendance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de démocratie, de développement démocratique. Il n'y a pas d'enracinement de la démocratie dans un pays sans la justice. La justice est le pilier, est l'indicateur qui permet d'évaluer le niveau de développement d'une démocratie. Aujourd'hui, la justice gabonaise est prise en otage par un système politique, par des gens qui ont des problèmes avec la justice. Et ce sont ces gens-là qui influencent la justice, qui empêche les magistrats de lire le droit, de dire le droit, d'administrer de façon correcte et impartiale, de façon équitable, les décisions de justice. C'est ce que nous voulons, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Le Gabon, des lois existent, mais les lois sont bafouées par les magistrats. Alors donc, nous demandons au syndicat des magistrats de se réveiller. Sans la puissance du syndicat des magistrats, la magistrature ne peut pas être libérée. Que le syndicat se mobilise, que le syndicat soit vraiment l'organisation phare pour la libération de la magistrature. Le président de la République ne doit pas être président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que ça cesse. Parce que le pouvoir exécutif exerce un contrôle, une influence négative sur les décisions de justice. C'est ce qui paralyse l'état de droit. C'est ce qui met en difficulté, en faillite l'état de droit. C'est la mainmise du pouvoir exécutif sur les magistrats. L'influence négative néfaste. Est-ce que les membres du clan Bongo, qui sont impliqués dans les crimes financiers, sont poursuivis par la justice? Les corrompus, c'est les autres. Mais le clan Bongo, ils ne sont pas poursuivis au Gabon. Mais en France, ils sont poursuivis. En France, c'est pourquoi nous allons continuer, nous la société civile, nous allons amplifier le combat contre la corruption. Il se déroulera au Gabon et à l'étranger. Nous n'allons pas céder. Venez nous assassiner. Faites de nous ce que vous voulez, mais nous n'allons pas cesser, nous allons combattre l'arbitraire. Dans notre pays, c'est notre pays. L'état de droit signifie que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Si un membre du clan Bongo est impliqué dans les crimes financiers, en bande organisée, dans la corruption, il doit répondre de ses actes devant la loi. Et les magistrats doivent traiter de ces dossiers en toute indépendance, sans aucune interférence. Donc nous voulons ici interpeller donc la conscience des magistrats. La conscience des magistrats. Magistrats, réveillez-vous. Le peuple vous indexe. Vous indexe que vous êtes des antinationaux, que vous n'aimez pas la patrie, que vous exercez l'arbitraire. Réveillez-vous, changez de ligne. Parce qu'on ne sait pas, auquel régime n'est éternel. Les magistrats qui soutenaient négativement le régime de Bob-Bref Compaoré, nombreux sont en prison. Vous pouvez arrêter d'être dans le mauvais côté de l'histoire. Soyez juste, honnête et crédible. C'est ce qu'on entend de vous. Donc prenez votre courage à bras le corps, libérez tous les prisonniers politiques. C'est le premier geste que nous vous demandons. Les magistrats, réveillez-vous, sortez de votre alignement sur le pouvoir arbitraire. Suivez la voie du peuple. La justice se fait au nom du peuple gabonais, pas au nom du gouvernement, pas au nom du président de la République, pas au nom du Premier ministre, pas au nom du Parti démocratique gabonais. Elle se fait au nom du peuple gabonais. Libérez tous les gens qui sont détenus de façon illégale. À l'instar de Privan Gomo, de Pascal Oyougou, de Bertrand Zibi et de tous les autres, y compris le pauvre Ivoirien qui est en prison, Yehou, qui est en prison depuis bientôt 4 ans. Le système électoral, nous savons qu'il n'est pas biométrique. Au Gabon, l'élection, l'enregistrement est biométrique, mais l'élection en tant que telle se fait de façon manuelle. Il est détenu de façon illégale. Tout comme Privat est emblématique aujourd'hui de toutes ces détentions arbitraires. Nous sensibilisons la communauté internationale tous les jours. Tous les jours, nous allons amplifier la sensibilisation et
les pressions sur la communauté internationale, sur les défenseurs des droits de l'homme. Parce que rien ne justifie un tel acharnement sur les défenseurs des droits de l'homme. Rien ne justifie au Gabon de s'entêter, de faire en sorte que le statu quo, que les gens ne puissent pas s'exprimer, se manifester. Le Gabon, si le Gabon est un état de droit, les citoyens doivent se manifester de façon libre. Le président de la République doit être critiqué, le Premier ministre doit être critiqué, les ministres doivent être critiqués, tout le monde doit être critiqué. C'est ce qui fait évoluer un pays. Il n'y a pas aujourd'hui de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir qui existe, qui demeure dans notre pays, c'est la société civile. L'Assemblée nationale du Gabon est une Assemblée nationale nulle. Elle n'existe même pas parce que ces députés n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Leur élection, ils ont été élus par moins de 10% de la population. Ils n'ont aucune légitimité. Donc, ils ne peuvent pas sanctionner un gouvernement corrompu. Parce que ce gouvernement est corrompu, composé de plusieurs criminels financiers. Ce gouvernement, la preuve en est qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement qui sont en prison. Beaucoup de membres du cabinet présidentiel qui sont en prison. Ça veut dire que cet État est un État corrompu, profondément corrompu. Il faut le dire et ils doivent le savoir. Les preuves sont là, les chantiers inachevés. Donc, Privan Gomo n'est pas responsable de la faillite du Gabon. Privan Gomo n'est pas responsable de la faillite du gouvernement d'Ali Bongo. Des détournements de fonds massifs. Le détournement de fonds, c'est le sport favori des dirigeants. Le Privan Gomo n'est pas responsable du fait que tous ces criminels ne sont pas traduits devant la justice. Voilà une réponse ferme. Nous allons être fermes, les défenseurs des droits de l'homme vont être fermes. Dans cette affaire, Privan Gomo est malade, il est hypertendu. Je confirme son hypertension. Il est hypertendu, il souffre de graves crises, même si par apparence, Maître Moubébé, il peut être joyeux, mais au plus profond de lui, c'est quelqu'un qui souffre. Et ils sont nombreux, les personnes traumatisées par le régime. Vous mettez les autres, les citoyens, sans aucune raison. Vous jetez les gens en prison comme ça. Mais vous êtes mauvais. Vous jetez les gens en prison de façon arbitraire. Et les magistrats acceptent de jouer ce jeu macabre. C'est inacceptable. Il faut que le Gabon change. Il faut que ça cesse. Libérez tous les gens que vous détenez de façon illégale. C'est le message. Le Privan Gomo n'a rien fait. Il faut immédiatement le libérer. Le libérer. Moi, j'avais passé 15 jours à la prison centrale avec Grégory et Marc. Pour une invention, nous avons accusé tentative de coup d'État, de déstabilisation, de propagation de fausses nouvelles, des accusations plus graves que celles contre Privan Gomo. Mais parce qu'on avait attaqué la corruption, on nous a chargés. Ils ont voulu. Mais là, la pression internationale était très forte, qu'ils avaient décidé de nous libérer. Et un dimanche, le 13 janvier 2009, le président Bongo avait dit qu'il faut les libérer immédiatement. Et les injonctions étaient venues de partout. Le Congrès, Amnesty, tout le monde était mobilisé pour la société civile. Et nous voulons que tous les prisonniers politiques soient libérés. Ça ne sert à rien de gérer un pays avec la haine. Surtout pour des gens qui n'ont pas été élus, qui ont été mal élus. Et qui ont des dossiers pendants devant la justice internationale. Il y a eu des massacres en 2016. Moi-même, j'en suis témoin. Puisque j'ai été reçu par le bureau du procureur de Fatou Bensouda à La Haye. J'ai été à La Haye avec le pasteur Boussit. Nous avons été reçus pendant 4 heures. Et c'est à la suite de cette réunion que la délégation de la Cour pénale est venue au Gabon. Et le dossier des crimes contre l'humanité, le dossier des crimes post-électoraux de 2016 est ouvert aujourd'hui. Donc, nous devons rentrer dans un processus d'apaisement. L'une des caractéristiques de cet apaisement, c'est la libération des prisonniers politiques. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Il faut arrêter de faire cette justice à géométrie variable, une justice à tête chercheuse. Ils ont mis les gens de la GEV en prison. C'est très bien, c'est une bonne initiative. Nous considérons qu'il faut combattre les crimes.
Mais ils ne sont pas seuls, les gens de la GEV. Ils sont nombreux, les criminels, qui sont dehors. Les médecins ici, les Sédoukan, le Somalien là, comment il s'appelle? Liban Suleiman. Ils sont nombreux des gens qui sont impliqués. Nous avons une liste de plus de 80 criminels financiers qui ont pillé le Gabon, qui sont impliqués dans les crimes et qui sont à l'origine de la faillite de l'État. Mais ceux-là ne sont pas inquiétés. Ceux qui ont volé pendant le premier mandat d'Ali sont dehors. Pendant le deuxième mandat d'Ali, le grand nom est dehors. Est-ce que ce sont seulement les gens de la GED qui sont responsables de la faillite du Gabon? Il faut juger tout le monde. C'est pourquoi j'ai fait une proposition dans cette perspective-là visant à mettre en place une commission vérité, restitution et réparation et amnistie. On met tous les criminels financiers, on les identifie. Tous les criminels financiers depuis Omar Bongo, depuis 1967, ils sont nombreux. L'argent du Gabon est partout dans le monde, on doit récupérer cet argent. On les met devant la justice, ils reconnaissent leur culpabilité, ils restituent l'argent et on procède à une amnistie. Parce qu'on ne pourra pas mettre 4 à 5 000 personnes en prison. Donc nous refusons cette justice, cette fausse justice, cette mauvaise application de la justice. Nous voulons une justice équitable. Mettons tout à plat. Parce que tout le monde est victime, toute la famille Bongo est impliquée dans le vol, dans le pillage de l'État. Vous ne pouvez pas condamner les autres alors que vous-même vous êtes protégé par la justice. La société civile dit non. Et c'est ça le sens de notre combat. Bon, j'ai fait un peu une déviation, mais tout est impliqué, tout est imbrigué. La corruption et le respect des droits de l'homme sont étroitement liés. Parce que le blocage du Gabon est lié à la corruption politique. Voilà, le blocage du Gabon est lié à ce que nous appelons, dans le jargon des défenseurs des droits de l'homme, la corruption politique. Donc, je réitère ici notre demande, libérer sans condition tous les prisonniers politiques et de façon spécifique ce matin, privant Gomo. Je vous remercie. Est-ce que après les exposés, vous avez des questions? On va commencer par le fond pour revenir juste ici. Alors, je suis Jocelyn Randers de l'agence de presse Équateur. Je voudrais poser une question, une pour la société civile et une à Maître Moulin. Ma première question est celle-ci. La semaine dernière, nous étions à la Chambre de commerce pour une conférence de presse des avocats de M. Oyubu. Nous avons été choqués d'apprendre que les avocats eux-mêmes ont révélé que l'arrestation de M. Oyubu était une affaire politique et que les informations émanant du procureur général et du juge de l'instruction ont révélé que M. Oyubu ne sortirait pas de prison parce qu'il fallait une instruction du pouvoir. Conclusion, c'est une affaire politique. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces prisonniers politiques qui, au demeurant, appartiennent à l'opposition, au parti de l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que ces formations politiques auxquelles ils appartiennent ne devraient pas aussi poser des actes forts pour exiger justement leur libération? On a le cas au Cameroun, avec l'arrestation, je crois, l'année dernière de M. Maurice Kamto et de Cabral. Juste après l'élection, il a fallu une manifestation de leur parti politique, de leur soutien, pour que l'on obtienne leur libération. Est-ce que vous ne pensez pas justement que cette formation politique de l'opposition, auxquelles appartiennent ces personnes, devrait aussi poser des actes pour obtenir leur libération? Ma deuxième question, à Maître Ndembe, vos collègues ont affirmé que la justice était corrompue. Monsieur Oyubu ne sortirait pas simplement parce que la justice gabonaise est aux ordres. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec votre intervention, puisque vous venez renforcer, êtes-vous sûr de pouvoir obtenir, en vous appuyant sur la loi qui est bafouée par le pouvoir et par certains juristes, est-ce que vous êtes sûr d'obtenir la libération de votre client? Ce sont mes deux questions.
peut-être qu'en appui à la question du confrère, demander à Maître, est-ce qu'il s'est déjà imprégné du dossier avant de pouvoir parler déjà de ses chances de réussite? Sur la faillite Mais ce sera mieux parce que lui, Sur la faillite de... Sur la première question. C'est la première question qui a été posée, mais c'est vous. Pourquoi il n'y a pas un mouvement politique d'opposition pour amener les gens à... Ben, c'est une question essentielle. Il y a nous agissons en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant qu'organisation de la société civile du secteur des droits de l'homme et de la démocratie. Nous sommes dans notre mandat, nous travaillons de façon à défendre les intérêts de tous les citoyens dont les droits ont été bafoués. Qu'ils soient de la majorité de l'opposition ou qu'ils soient... On défend tout le monde. On défend tout le monde, on le fait de façon impartiale. Maintenant, il appartient à l'opposition de faire preuve de leadership. Mais nous constatons que l'opposition en elle-même aujourd'hui elle est dispersée, il n'y a pas de dynamique très forte dans l'opposition. Le pouvoir est fondamentalement affaibli. Depuis le 24 octobre 2018, jour de l'incident de la maladie de M. Ali Bongo, le pouvoir gabonais est profondément affaibli. Le pouvoir, c'est des clans, un petit clan qui tient le pays actuellement, qui contrôle le pays. Mais il n'y a pas d'organisation. Et la preuve en est que il y a eu, en une année, on a enregistré plus de 8 changements de gouvernement. Ces changements de gouvernement sont évidemment, traduisent évidemment, n'est-ce pas, une faillite de la gouvernance, une faiblesse profonde de la gouvernance, un manque de direction, de forte direction politique. Ça veut dire qu'il y a une crise de gouvernance au sommet de l'État. Donc l'opposition ne profite pas de cette opportunité. C'est une opportunité pour l'opposition d'émerger. Mais on constate que l'opposition n'est plus dynamique. L'opposition a perdu de sa vivacité. La seule force qui porte le message et les espérances des populations, actuellement, c'est la société civile. C'est la société civile, c'est les défenseurs des droits de l'homme qui portent, n'est-ce pas, les voix dissidentes, qui revendiquent plus de démocratie, plus de justice sociale et qui luttent contre la corruption et les violations des droits de l'homme. Donc il appartient à l'opposition de se réorganiser, à l'opposition de se redynamiser, sinon elle jouera dans les prochaines années un rôle magistral. Parce que il risque d'y avoir un repositionnement stratégique par rapport aux perspectives démocratiques et politiques futures. Le Gabon est donc dans un état de déliquescence. Actuellement, il faut que les populations, les citoyens s'organisent. Les populations, les citoyens doivent s'organiser et je pense que les conditions vraiment sont bien établies actuellement pour cette organisation. Quant à l'opposition, elle doit se réinventer, elle doit se redynamiser, se restructurer, se reconstruire autour d'une dynamique commune. C'est pourquoi elle n'arrive pas à avoir une vision et une perspective forte face au régime. On ne sent pas de pression sur le régime. Ceux qui mettent la pression sur le régime, c'est la société civile. Actuellement, depuis 3 ans, l'opposition est complètement éteinte. L'opposition passe son temps par des discours, mais le peuple a besoin des actions concrètes. Et c'est ce que nous faisons dans la société civile. C'est pourquoi nous dénonçons les violations des droits de l'homme. C'est pourquoi nous dénonçons les crimes financiers, etc., etc. Nous sommes dans tous ces combats. Nous sommes dans tous ces combats-là. Et c'est à ce niveau que l'opposition devait se battre. Mais on ne va pas l'opposition parler de violation des droits de l'homme, des crimes rituels, de la corruption. La voix de l'opposition ne se fait pas entendre sur des crimes de corruption. Le Gabon est en faillite, l'opposition ne dit rien. Donc moi je suis très sceptique par rapport
à l'idée de voir l'opposition vraiment exiger la libération des prisonniers politiques. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous, la société civile, nous sommes dans ce combat et nous allons amplifier ce combat. Nous allons jouer notre rôle de contre-pouvoir. Je voudrais également, à la suite de M. Mpaga, ajouter quelque chose. Lorsqu'on dit qu'un pays est en faillite, mais véritablement en faillite, mais la faillite, elle ne concerne pas que le pouvoir. La faillite, elle concerne toutes les personnes qui peuvent faire quelque chose mais qui ne font rien. On dit souvent que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. C'est justement par rapport à ça. Lorsqu'on dit que le pays est en faillite, ça ne concerne pas que le pouvoir, ça ne concerne pas que l'opposition. Effectivement, on pourrait se dire du fait qu'il y ait des prisonniers politiques et qu'on ne voit aucun mouvement politique de l'opposition pour se mobiliser afin que ces personnes soient libérées, ou bien pour maintenir, éveiller les consciences vis-à-vis de cette injustice qui est faite à des compatriotes. On ne voit pas cela. Parce qu'effectivement, il y a également une faillite de l'opposition. Et comme l'a si bien dit Georges Mpaga, il faut effectivement qu'elle se repense, qu'elle se restructure. S'agissant du cas de Privan Ngomo, Privan Ngomo n'est pas encarté dans un parti politique. C'est un citoyen libre qui a donné une opinion. Malheureusement, dans notre pays, il y a comme une sorte de bêtise collective qui veut que quand vous êtes un citoyen exigeant, quand vous voulez l'excellence et que vous êtes en face de médiocres, on dit de vous être opposant. Dire qu'un gouvernement est incompétent avec toutes les preuves que nous avons, c'est dire qu'on est opposant. Critiquer le fait que les routes sont défoncées et que ça crée des accidents mortels régulièrement, c'est qu'on est opposant. S'alarmer vis-à-vis des éléphants blancs, c'est dire qu'on est opposant. Dire qu'il n'est pas possible d'accepter qu'il y ait autant de détournements de fonds, c'est qu'on est opposant. Il y a donc une sorte, on va dire, je répète, de bêtise collective qui fait en sorte que le mot opposant ou bien opposition est galvaudé. On n'est pas vraiment dans les fondamentaux de la signification de ces mots. Donc, Privan Ngomo n'est pas encore dans un parti politique. Et lorsqu'il a fait sa déclaration, il ne l'a pas fait au nom d'un parti politique. Il l'a fait en son nom propre et au nom d'un idéal qu'il a. Et c'est même un idéal qui dépasse largement le cas du Gabon. On est dans un idéal panafricain. Il s'est adressé à la France. Il s'est adressé à la France et il a parlé au nom de toutes les personnes panafricanistes qui sont anti-france-africaines, qui sont contre la manière dont la France joue avec nos pays, joue avec nos dirigeants, joue avec nos ressources. C'est cela qu'il a dénoncé. Il a bien fait la différence entre une France éternelle, celle que nous aimons, celle des valeurs et des vertus, et puis la France mafieuse, France-africaine que nous connaissons. Donc, pour dire que, pour conclure, effectivement, c'est la société civile aujourd'hui qui est le porte-parole des valeurs que nous défendons, des valeurs que nous souhaitons pouvoir établir dans notre pays. Nous ne comptons plus du tout sur cette opposition qui doit se repenser. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question. C'est mon tour. Vous avez posé deux questions que mes collègues ont affirmé que la justice est aux ordres et corrompue. À partir de ce moment, est-ce que moi, avocat de Ngomo, je pourrais obtenir sa libération? Vous savez, je ne peux pas dire, ça sera un outrage, dire que la justice gabonaise est corrompue. Je vous renvoie uniquement à la déclaration, au discours tenu par le président du syndicat des magistrats récemment. Il a été clair, je ne vais pas reprendre ses paroles. Je crois qu'il répond à la question. Mais est-ce que pour autant, il est impossible
d'obtenir la libération d'Ngomo. Je suis avocat, je plaide rarement en fait. Moi, ce qui me tient souvent à l'esprit, c'est la défense en droit. Je défendrai Ngomo en droit. Je dis bien en droit. Mais le droit est simple. On a arrêté Ngomo où? C'était en face de l'ambassade de la France. Il était en train d'haranguer la foule, comme le faisait d'ailleurs Lumumba. Vous avez vu. Il y a eu beaucoup de gens. Il a dénoncé certaines pratiques. Mais la question de droit qui va se poser, est-ce que lorsqu'on est venu l'arrêter, par la suite, on l'a arrêté par la suite, est-ce que la police était venue disperser? Est-ce que la police avait demandé, après un coup, 2 coups, 3 coups de sommation, avait dispersé? La police a laissé faire, qui ne dit mot consent. Et de lui-même, mon client a donné l'ordre que le groupe parte. Il a été arrêté. Moi, je pense toujours que nous sommes dans un état, le Gabon est un état de droit. Je vais utiliser donc la loi. La loi pour pouvoir obtenir, d'autant plus qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une ordonnance de renvoi. Donc, en correctionnel, c'est une affaire délictuelle. Ce sont des délits, ce n'est pas un crime. Il faut bien que chacun de nous le sache dès aujourd'hui. Ce sont des délits qui ont été retenus. Donc, nous serions devant le tribunal correctionnel. Nous allons nous battre pour que le parquet enrôle ce dossier, mais j'espère que vous seriez là. Vous seriez là pour soutenir Ngomo. Mais moi, en tant qu'avocat, je dois me battre sur le terrain du droit, rien que du droit. Il y aura beaucoup de choses à examiner. Et ça rejoint la question, est-ce que je me suis imprégné de l'entier dossier pour pouvoir dire que mon client, pour pouvoir penser en cet instant que je pourrais obtenir la libération. Vous savez que voilà 31 ans que je suis avocat. J'ai connu des dossiers plus difficiles que celui-ci. Par exemple, le dossier de Ouada. Hein? C'était un procès économique. Nous avons perdu en première instance devant la cour criminelle et devant la cour de cassation, nous avons pu obtenir l'annulation totale du jugement. Aujourd'hui, M. Ouada n'est plus au Gabon, alors qu'il était proche du pouvoir. Donc il a abandonné le Gabon. Combien de Gabonais vont-ils abandonner le Gabon si nous ne nous levons pas, comme disait mon frère Georges Opaga, comme il le disait même le frère de Ngomo, si nous ne nous exprimons pas plus tard que la semaine passée, vous avez suivi, sortant du procès de Zibi, vous avez vu la DGR par téléphone me convoquer en ignorant la loi des avocats. Les avocats ont une loi qui a été votée. On n'arrête pas les avocats comme cela, à moins qu'il y ait un flagrant délit. Il faudra que vous le sachiez. Et il y a toute une procédure. C'est d'ailleurs comme les magistrats on ne les arrête pas comme cela. Donc ils pensaient que par ce moyen on va m'intimider.
Et je crois que comme je suis présent, il y a des services secrets qui sont déjà debout les oreilles comme les oreilles des lapins pour suivre tout, pour arrêter. Et Paga a eu raison. Il faudra que chacun de nous reconnaisse qu'il est libre. Pas parce qu'il y a des lois, parce que Dieu nous a créés libres. À partir de ce moment, chacun doit défendre sa liberté, cette liberté que Dieu lui a donnée. On n'a pas à attendre l'État, on n'a pas à attendre des amis. Chacun doit défendre sa liberté tant que l'on vit. Tant que l'on vit. Donc, je vous dis que je ne me suis pas encore imprégné du dossier, mais je sais ce qui s'était passé parce que j'ai tout suivi ce qui s'est passé face à l'ambassade de France. Mais faites-moi confiance. L'expérience joue également. L'expérience joue également. Les hommes politiques du Gabon, j'ai été avocat de la République pendant des années, plus de 20 ans. J'ai été l'avocat d'Omar Bongo, plus de 20 ans. Je connais la République. J'étais certes l'avocat, je sais ce qui se passe. Les hommes passent, la République reste, mais les pratiques demeurent et parfois mieux développées. Mais si vous ne réagissez pas, moi je ne suis pas un opposant. Opposant de qui? Je ne suis pas de la majorité présidentielle. Mais les gens confondent ce qu'il vient de dire. Il a bien dit. Lorsque vous dites que ça ne va pas, on vous taxe d'opposant. Lorsque vous vous levez pour utiliser votre droit de parler, c'est un droit. Exposer votre opinion, c'est un droit, c'est important. On vous traite d'opposants parce que ce que vous dites est contraire. Non pas la République, non pas l'état de droit. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui violent les lois qu'il n'y a pas d'état de droit. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre, surtout pour nos enfants. Il faudrait que chacun de nous comprenne qu'à un moment donné, on meurt. Les gens pensent que nous sommes éternels sur terre. Même ma mère a 94 ans, quand je la vois, il y a des moments, il me parle trop de la mort, je dis, mais c'est Dieu qui décide. Mais les gens attendent quand ils sont vieux pour penser à la mort. Quand ils sont jeunes comme nous le sommes là, hein, on pense que la mort est très loin. Il faut faire quelque chose, il faut poser des actes positifs. Vous devez le faire. Je dis, il faut poser des actes positifs. Si ce n'est pour vous, mais au moins pour nos enfants. Et aujourd'hui, nous devons poser des actes, votre rôle à vous, journalistes, par rapport, vous êtes venus ici, par rapport à la vie d'Ngomo. Faites le nécessaire. Exprimez-vous. Vous avez vécu, vous n'avez pas besoin du dossier. Vous avez vécu ce que Ngomo a vécu. On n'a pas besoin du dossier pour comprendre. Mais lui aussi, en posant de tels actes, il a posé, et je le dis, un acte illégal. Il faut le dire, il ne faut pas l'avouer, il ne faut pas le refuser. Mais, illégal par rapport à quoi? Est-ce que le droit de s'exprimer est-il interdit au Gabon? Si ce droit n'est pas interdit, donc à partir de ce moment, il faut voir la situation, les conditions. Comment ce jeune homme s'est levé, il s'est exprimé. Tout dernièrement, j'ai défendu devant, je crois, le tribunal de Libreville, j'ai pu obtenir la libération immédiate des jeunes gens qui se sont levés à propos des crimes rituels. Ils sont levés
ils ont fait des barricades, ils se sont exprimés. Immédiatement, lorsqu'on voit leurs actes, on a condamné. On dira que ce sont des actes illégaux. Mais je me suis appuyé sur le dos, j'ai pu obtenir leur relax. Parce que la loi est bien écrite. C'est sur la base de la loi. C'est pourquoi nous allons nous battre. Mais, vous savez, il n'y a pas que seulement aller plaider, 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 plaider. Vous avez, je le répète, vous avez un rôle. Et c'est ce que Paga et lui font aujourd'hui. Organiser des conférences comme celle-ci. Il faut le faire. Il faut multiplier. Il faut multiplier. Merci. C'est bon pour toi. Maman veut parler avant de commencer. Comment tu veux parler? Moi, je suis la mère de Priva. Je m'adresse à la France. Parce que Priva est allé parler à l'ambassade de France. Donc c'est la France qui doit dire que Priva n'a pas parlé au Gabonais. Priva a parlé à la France. C'est la France qui doit libérer mon enfant. Parce que la France a la même mise au Gabon. Donc mon enfant, il est malade. Il est malade. Depuis qu'il est parti, ça fait le 8e mois aujourd'hui. Pas d'attaque de procès. On demande qu'il parte faire les examens. Il refuse. Il refuse parce qu'ils sont en train de vouloir protéger leur place. Comment on va vivre comme ça? Est-ce qu'il n'y a plus de loi? La France libérait mon enfant. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'est pas un bandit, c'est un responsable. Il a sa femme et ses enfants. Ça fait 8 mois aujourd'hui. La France libérait mon enfant. C'est vous qui pouvez le libérer parce que vous, il est allé parler chez vous, pas chez les Gabonais. Donc vous pouvez le libérer. Et je veux dire encore quelque chose. Je veux parler à l'État gabonais. Je veux parler à l'État gabonais. Parce que l'histoire de Priva, c'est comme si un Français parlait à l'ambassade de France, à l'ambassade du Gabon, à la France. Est-ce que les Français vont l'attraper pour lui mettre en prison? Vous voyez combien de fois, vraiment, vous méprisez votre peau. Quand vous pouvez faire, un blanc arrive chez toi, il vient taper ton enfant, maintenant tu prends ton enfant, tu prends le petit blanc, tu le mets à côté, tu tapes ton enfant, tu dis, toi, pourquoi tu tapes le blanc? Pourquoi tu tapes le blanc? Pourquoi tu tapes le blanc? C'est ça que vous faites. Quand vous pouvez vraiment mépriser votre peau comme ça, parce que la personne est noire. Le blanc peut vraiment emprisonner son frère à cause d'un Africain. Hein? Ça, c'est une honte. Quand vous pouvez faire ça. Il est allé parler à l'ambassade de France. Maintenant, c'est vous qui l'emprisonne. Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi les Blancs vous dominent. Hein? Vous ne respectez pas votre peau. Vous n'avez même pas aucun respect pour votre peau. Ah, ça, c'est quoi? Hein? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, la Bible dit que ce que tu as semé, tu vas récolter. Le mal que vous êtes en train de faire aux autres, vous allez récolter ça. Allez lire les autres.
20, du 1er au 6, vous allez voir ce que la Bible dit. Pourquoi vous voulez, pourquoi vous méprisez vos frères comme ça là? Les gens qui sont enfermés, ils n'ont rien fait. Ils sont enfermés. Pourquoi? Parce qu'on est allé parler chez le blanc. Maintenant, il ne faut pas parler chez le blanc. Tu vois, hein? C'est un blanc. Il ne faut pas parler. C'est ça que vous êtes en train de faire. Ça. Bon, moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Que la façon de mépriser votre peau comme ça, là, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Il a parlé ce que tout le monde parle. Même vous-même là-bas, en haut là-bas, vous parlez ça aussi. Mais vous ne voulez pas parler. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur du blanc. C'est le blanc, c'est la peau blanche. Nous sommes les noirs, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, mais merci maman. Je voudrais, parce qu'en première lecture, on pourrait penser que, en première lecture d'une telle déclaration, on pourrait penser qu'elle n'est pas opportune, mais qu'elle est déplacée. En fait, je voudrais vous montrer une perspective qui va effectivement justifier les propos de la maman. Voici un Gabonais qui est connu pour son sens critique, qui est connu pour ses analyses pertinentes politiques, qui décide d'aller dire son fait à la France et qui s'adresse à la France. Et l'appareil judiciaire de son pays se lève et l'arrête. On pourrait s'interroger. Mais en quoi vous êtes concerné? Ces Gabonais parlent à la France et vous l'arrêtez. Mais lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que vous connaissez tous aujourd'hui Nathalie Yang, qui a dit son fait à la France et se trouvait en Russie, qui vivait en Côte d'Ivoire. Elle a été effectivement rapatriée dans son pays par les autorités ivoiriennes, pas par les Français qu'elle avait dénoncés. Vous connaissez aujourd'hui Kémy Séba, qui se bat contre le franc CFA et pour le panafricanisme. Il parle contre la France. Mais dans les pays africains où il va, il est combattu par ces pays africains. Voici le contexte aujourd'hui global dans lequel se situe la lutte dans laquelle s'est inscrit M. Président. Et on ne peut qu'être, on va dire, pitoyable de voir à quel point nous sommes toujours dans l'éternelle rengaine complexe de l'esclave de maison et l'esclave des champs. À chaque fois, ces personnes ont tout fait pour mettre devant nous des frères qui nous torturent, des frères qui nous malmènent pour leur compte. Et c'est systématique. Et c'est chaque fois la même histoire, on n'en sort pas. Donc, lorsqu'on se suit effectivement cette perspective-là, on se rend compte que ce que maman vient de dire, en fait, elle est vraiment dans le juste milieu même, on va dire dans la justesse même du contexte dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Je voudrais conclure en disant que je vais raconter une histoire rapidement authentique, puisqu'elle est vraie. Je ne vais pas dire le nom pour protéger les identités. Au sortir des élections de 2009, dans lesquelles on avait milité effectivement pour un changement, un frère et un ami avec qui nous avons lutté vient me voir et me dit, écoute Thierry, il me dit, moi, écoute, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne peux pas continuer à prendre des risques et à lutter contre le pouvoir. Je vais aller faire allégeance au pouvoir. Et il y a beaucoup de Gabonais qui sont dans cette perspective, de faire allégeance au pouvoir parce qu'on a peur d'aller plus loin, parce qu'on veut protéger ses enfants, on veut protéger sa femme, on veut protéger ses biens. Je lui ai dit, si tu veux
protéger tes enfants, si tu veux protéger tes biens, si tu veux protéger ta femme, ce n'est pas en rampant devant le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que même quand tu rampes, tu peux te retrouver en prison. Même quand tu défends un régime, ce régime peut te mettre en prison, peut t'abattre même. On en voit aujourd'hui les perspectives. Et ce n'était pas ça la solution. La solution, si tu veux protéger les tiens, c'est de te battre afin que la justice soit égale pour tous. Dès lors que nous sommes tous devant la justice, nous sommes tous égaux, que tu sois au sommet de la pyramide sociale ou à la base de la pyramide sociale, tu peux dormir tranquille. Et même que tu seras mort et enterré, tu sauras que j'ai laissé les miens dans un pays de droit et qu'il y a une justice qui les protège. Ce n'est qu'ainsi que tu peux être serein. Mais si tu rentres, tu n'es pas à l'abri d'un coup dur. Tu n'es pas à l'abri d'un coup dur, même si tu rentres. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que nous nous éveillons et que nous sachions qu'il n'y a pas mille et une situations, il n'y a pas mille et une solutions. Ou bien nous faisons ce pays un pays de joie, ou bien nous ne sommes à l'abri nulle part, quelles que soient nos convictions, quelle que soit notre capacité à ramper. On est à l'abri nulle part. C'était ça, évidemment, des rendez-vous. Bon, donc encore une fois, merci à la presse. Je voudrais dire un mot aux médias. La presse comme la justice sont des maillons importants d'un système démocratique. La vitalité d'une démocratie aussi suppose une presse indépendante, une presse professionnelle qui enquête sur les cas de corruption, les cas de violation des droits de l'homme, une presse critique vis-à-vis du gouvernement. Nous souhaiterions, notre volonté en tant que défenseur des droits de l'homme, et que cette presse soutienne le combat de la société civile, soutienne le combat des leaders d'opinion comme Privan Gomo. Privan Gomo est un membre de la société civile, au-delà de sa perspective, de son engagement politique, mais en tant que leader d'opinion, en tant que libre penseur, membre d'association, c'est un défenseur des droits de l'homme. Nous le classons dans le registre des défenseurs des droits de l'homme. C'est pourquoi la société civile, à travers le rôle BG, prend à bras le corps la défense de Privan Gomo et de toutes les personnes qui sont privées de liberté. Notre pays ne peut pas continuer sous ce schéma-là. On organise des réunions publiques pour dénoncer la mauvaise gouvernance, pour dénoncer les crimes rituels. On met les gens en prison. Mais c'est très grave pour la justice. On ne peut pas mettre... L'État, c'est l'État qui doit protéger les citoyens. C'est le rôle de l'État. Mais si l'État n'arrive pas à protéger les citoyens sont en droit de protester, en droit de critiquer le gouvernement. C'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. Mais des magistrats bien formés ne peuvent pas mettre en prison des gens qui dénoncent un gouvernement incompétent, un gouvernement qui ne lutte pas contre les crimes rituels, un gouvernement qui ne lutte pas contre les crimes économiques, un gouvernement qui ne lutte pas contre les prédateurs sexuels. Mais les populations ont droit de dénoncer ce gouvernement. Et si les populations manifestent, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 19 sur les réunions pacifiques, protège les populations. Parce qu'on n'a pas besoin d'une autorisation du ministère de l'Intérieur, on a besoin d'informer les pouvoirs publics et de demander l'encadrement. C'est ce que l'article 19 dit. Article 19, article 21. Et le Gabon a ratifié ce pacte-là. On ne demande pas une autorisation, ce sont des libertés fondamentales, constitutionnellement reconnues. C'est ce que Priva a fait. Priva n'a pas troublé l'ordre public, il n'a pas cassé véhicule, etc., etc. Il a le droit de manifester. Et il a fait une manifestation contre la France. La France ne trouve rien dans ce mouvement. Mais les autorités gabonaises emprisonnent Priva pour ça. Non, c'est inadmissible. Il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Il faut que les magistrats refusent les injonctions du gouvernement. Un magistrat bien formé, je connais des magistrats,
Je suis en discussion régulière avec le président du syndicat des magistrats. C'est pourquoi je crois à ce syndicat. Si les choses doivent changer, parce que notre objectif, notre combat ici, c'est que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. La magistrature doit être, c'est un corps indépendant. C'est un pouvoir important, c'est le plus important dans une démocratie et il ne peut pas être contrôlé par un autre pouvoir. Donc le président de la République est disqualifié aujourd'hui pour être président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que le syndicat se mobilise pour obtenir ce changement. Donc le travail doit se faire au niveau du syndicat. Le changement, le contrôle de la justice par le pouvoir politique doit cesser. Mais ce travail en profondeur de plaidoyer, ce travail de pression doit être fait par le syndicat. Il faut que le syndicat sorte, n'est-ce pas, de sa dormition. Parce que le syndicat dort. Il faut que le syndicat soit plus offensif. Il faut que le syndicat organise, amplifie le plaidoyer pour que le changement se fasse, pour que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce qui influence négativement l'administration de la justice. Le problème est à ce niveau. Si les juges étaient indépendants, on ne verrait pas toutes ces déviations, les violations des droits de l'homme, les criminels seraient mis hors d'état de nuit. Quand on laisse un prédateur sexuel comme Douna reconnu, Laurent Béja a déposé une plainte au parquet. Où en sommes-nous par rapport à cette plainte? La famille a déposé. Nous nous sommes constitués partie civile. Mais on ne nous a jamais appelés. Et on nous dit aujourd'hui que Douna est dehors, un prédateur sexuel, un criminel de notoriété, reconnu de notoriété, on le libère. Pendant ce temps, les vrais citoyens, comme Privan Gomo, sont maintenus en prison. Il faut que ça arrête. Ça s'arrête. Messieurs les magistrats, libérez les prisonniers politiques, libérez les prisonniers d'opinion. Si vous libérez les prédateurs sexuels, rien ne justifie le maintien des défenseurs des droits de l'homme en prison. C'est ce que nous réclamons. Il faut que ça s'arrête. Et c'est l'occasion pour vous de redorer le blason de la justice, terni par son emprise, son contrôle politique. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous allons amplifier la pression et le plaidoyer sur le syndicat. Parce que nous croyons que le syndicat peut amener le changement. Si le syndicat joue son rôle, j'interpelle ici présentement le président du syndicat, si le syndicat de la magistrature joue son rôle, les choses vont changer, les magistrats vont appliquer la loi. Les magistrats ne se feront plus influencer ou inféodés par le pouvoir politique. Encore une fois, nous réclamons, nous les défenseurs des droits de l'homme, la libération de Privan Gomo. Privan Gomo est privé de santé, ses droits sont violés. Le droit à la santé est un droit inaliénable, c'est un droit constitutionnel. On lui refuse les soins de santé appropriés, on lui refuse la liberté, il n'a rien fait. Il n'a commis aucun crime, pendant ce temps on libère des criminels. Et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Et c'est ce qui fait en sorte que le pays est paralysé, que le statu quo est là, le statu quo bongoïste à la tête de l'État paralyse le Gabon. 53 ans durant, le Gabon n'arrive pas à démarrer. Et ce n'est pas un bongo qui va changer ce pays qui est complètement dans la médiocrité. Le Gabon, les Gabonais veulent quelque chose de nouveau. Les Gabonais veulent un changement dans la justice. Les Gabonais veulent du travail. Les Gabonais veulent une justice sociale. Et c'est ce que Privan Gomo a revendiqué. La justice sociale, l'égalité des citoyens devant la loi, la transparence dans le processus électoral. C'est ce message qu'il a voulu faire passer à la France. À cause de sa liberté de ton, vous le mettez en prison. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez d'instrumentaliser la DGR, les services de renseignement, arrêtez la police judiciaire pour persécuter l'opposition, pour persécuter les défenseurs des droits de l'homme. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous avez des comptes à rendre. Le Gabon est en faillite aujourd'hui. Les éléphants blancs sont légion dans le Gabon. C'est vous qui êtes responsable. C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous ne rendez pas de comptes devant la justice et vous mettez les autres en prison. Et cela s'appelle l'injustice. Et l'injustice entraîne le désordre. Donc, je réitère aux autorités notre demande insistante
de libération sans condition de Privan Goumou et de tous les prisonniers politiques. Nous vous remercions. À la prochaine fois. Georges Padia. Oh, non.